Bonjour à vous, pèlerins du web. Dans la vidéo précédente, nous avons traité du fameux Rollon à partir de son arrivée en France. Avant d'aller plus loin sur son fabuleux périple, nous devons comprendre le phénomène viking. Pour cela, nous avons besoin de 3 vidéos annexes. La première, celle-ci, se propose de lister, rassurez-vous succinctement, les grandes personnalités qui ont marqué le phénomène. Vous trouverez en fin de vidéo un tableau synoptique qui liste tous les rois de Norvège qui se sont succédés au cours de l'âge des Vikings. Dans la deuxième vidéo, nous verrons sur une carte le déroulé chronologique du phénomène en évoquant les principaux raids qui se sont succédés entre 750 et 1066. La troisième vidéo annexe se chargera de fixer le contexte géopolitique de la Francie occidentale contemporaine de la construction du duché de Normandie. Nous serons alors en mesure de reprendre le périple de Rollon dans des conditions optimales. Qu'est-ce qu'un viking ? Un viking est un homme du Nord, c'est-à-dire que les vikings sont des Normands, et que, à l'inverse, les Normands sont des vikings. Un viking est à la fois un guerrier et un marchand, originaire de Scandinavie, qui lance d'abord des raids côtiers en direction des monastères chrétiens, avant de remonter dans leur drakkar à coque plate le cours des fleuves, vers l'intérieur des terres, pour repartir vers leur lieu d'origine, les navires chargés de butin et d'esclaves. Au fil du temps, portés par un désir de sédentarisation, les Vikings commenceront à s'implanter dans les régions attaquées. Les raids et les pillages vikings s'opèrent sur une grande partie de l'Europe, y compris les territoires russes, le nord de l'Afrique et la Méditerranée, et même, comme nous l'avons vu dans la vidéo introductive de cette série, le nord-est de l'Amérique du Nord. Hormis l'exploration de l'Europe par ses océans et ses fleuves, grâce à leurs connaissances avancées en matière de navigation et l'extension de leurs routes commerciales à travers de vastes parties du continent, les peuples vikings se sont aussi engagés dans des guerres tierces et ont, par leur implantation durable sur de vastes pans du territoire, contribué notablement au développement du système féodal en Europe. La Scandinavie du Sud est la terre d'origine des Vikings. Celle-ci comprend, outre le Danemark, les parties méridionales de la Suède et de la Norvège. La Scandinavie du Nord est occupée par les Sams, les Lapons. Et plus à l'est, où commence le territoire de la Sibérie occidentale, on trouve les descendants des Finno-Ougriens. Nous les avons rencontrés dans la partie scandinave de la playlist La Fantastique Histoire, aux vidéos 0820, 21 et 22. Sur le vaste territoire de Scandinavie du Sud, les Vikings sont partagés en 2 ethnies. D'une part les Danois, d'autre part les Suédois, aussi appelés Varegs par les Slaves orientaux et les Byzantins. Le phénomène viking s'inscrit dans un âge éponyme, l'âge des Vikings, qui est une période des âges scandinaves. Les différents âges scandinaves sont l'âge de Wendel qui précède l'âge des Vikings. L'âge de Wendel est contemporain de la période franque-mérovingienne et du début de la période carolingienne. Il s'étend de l'an 550 environ à l'an 793 et correspond approximativement à la période la plus féconde des grandes invasions dites barbares sur le continent eurasiatique, ainsi qu'à la fin de l'âge du fer dit germanique. Pour la Scandinavie, cet âge du fer germanique s'étend plus largement de 375 à 793 et on le divise en âge du fer germanique ancien, entre 375 et 550, lorsque le fer est introduit en Scandinavie par la voie germanique, et âge du fer germanique récent, qui correspond très exactement à l'âge de Wendel en Suède et à l'âge mérovingien en Norvège. Ce qui indique que la Norvège se rapproche des coutumes mérovingiennes, en particulier pour le partage des terres au moment des successions. L'âge des Vikings suit donc immédiatement l'âge de Wendel. L'âge des Vikings est contemporain de la période franque-carolingienne et du début de la période capétienne.
Il commence en 793 et se termine en 1066. 1066 est une date bien connue puisqu'il s'agit de la conquête de l'Angleterre anglo-saxonne par Guillaume le Conquérant. Or, Guillaume est d'ascendance directe viking par son aïeul Rollon. De ce fait, on peut extrapoler que l'âge des Vikings ne disparaît pas tout à fait puisqu'il continue d'être dignement représenté sur une grande partie des territoires britons et français, Normandie et Aquitaine, grâce notamment à la branche normande des Plantagenets. Ces gens du Nord qui nous intéressent ici sont connus des Romains, qui désignent ceux que nous nommons les Jutes sous le nom de Cimbres, tandis que les habitants de la Suède méridionale sont désignés par le nom d'Ambrons. Le terme Ambron fait référence aux habitants de la région d'où provient cette fameuse résine de conifères utilisée par les peuples méditerranéens comme objet de parure et dont le commerce, qui a commencé bien avant -750, a tracé une route commerciale ancestrale appelée la route de l'Ambre et qui relie le Götaland suédois à Constantinople. La toponymie nous montre que les Ambrons sont des Goths. Pour info, les peuples germains au contact des Cimbres et des Ambrons sont désignés par les Romains sous le nom générique de Teutons. Les premiers contacts historiques entre Scandinaves et Romains remontent à la guerre des Cimbres, lorsque ces hommes du Nord décident de migrer pour la première fois vers le sud, en direction de la République romaine. Ceci se passe entre -115 et -101. Avec leurs contacts commerciaux par la route de l'Ambre, les hommes du Nord ont vent du changement géopolitique qui s'opère dans le sud. Les Romains viennent tout récemment de se rendre maîtres de toute la Méditerranée avec le contrôle du domaine grec en -148 et la défaite des Carthaginois en -146. Sans doute motivés par des problèmes démographiques et de subsistance, Cimbres, Ambrons et Teutons se rallient pour entamer une épopée qui les mènera jusqu'en Galicie. D'abord victorieux dans les Carpates en -113 contre le consul Carpo, il rallie les Helvètes Tigurins, armés d'épées de fer, avec lesquels il déferle sur la Gaule, défend les consuls Maximus et Caepio à Orange en -105, pousse jusqu'en Galicie, remonte vers la Belgique et redescend vers le pays helvète où il se scinde en deux, bien décidé cette fois à marcher sur Rome. La République ne doit son salut qu'aux qualités militaires du fameux consul Marius, qui les défait une première fois à Aix-en-Provence en -102, une deuxième fois à Vercelles, dans le Piémont, l'année suivante. Ces deux victoires romaines ramènent plus de 100 000 esclaves, véritable aubaine pour le capitalisme républicain, mais qui causera aux Romains un problème récurrent dans la gestion de cette innombrable main-d'œuvre, dont la révolte de Spartacus, une trentaine d'années plus tard, en est l'exemple le plus marquant. Sous Trajan, en 117, la cartographie des peuples germaniques est déjà bien établie. Les différentes tribus germaniques sont toutes qualifiées par des noms différents. Nous reviendrons plus en détail sur les Germains, mais remarquons d'après cette carte la présence des Longobardi qui connaîtront une destinée prestigieuse en Italie, des Gothons, c'est-à-dire des premiers Goths, des Frisons, spécialisés dans l'élevage de chevaux de race, enviés par César, des Bataves, spécialisés dans la production du sel, des Marcomanns, qui poseront de véritables problèmes aux Romains en occupant dans la durée la saillie des champs d'écumates. Au cours du IIIe siècle, alors que l'Empire romain entre dans sa phase de régression, les hommes du Nord sont les manifestants des premières incursions scandinaves en terre romaine, plus exactement en Britannia, autour de 250, lorsque les Jutes commencent à vouloir s'installer sur les littoraux de l'ancienne Cantiacie, c'est-à-dire le Kent, et de l'ancienne Icénie, c'est-à-dire l'Est Anglie. On peut considérer ces Jutes comme des Danois. D'autre part, les Suédois du Götaland s'installent dans les futurs territoires prusses, entre Vistule et Oder. Là, ils formeront le point de départ des futures invasions goths.
À cette époque, au IIIe siècle, l'Europe est essentiellement occupée par trois ethnies majeures. Au sud et à l'ouest, les Romains, qui ont assimilé les Celtes continentaux. La pureté celtique ne survit plus qu'aux extrémités occidentales, en Irlande, en Écosse et au pays de Galles. À l'est, les innombrables tribus slaves qui occupent toute l'Europe centrale, de la Baltique au Caucase, et qui constituent une vaste zone de transition avec les peuples encore plus orientaux, dits altaïques, où se trouvent entre autres les Mongols et les turcophones. Entre Romains et Slaves, une grande partie de l'Europe est occupée par les peuples germaniques. Les Scandinaves entrent donc dans l'histoire au sens où ils commencent à être remarqués par les Européens continentaux à partir de 375, moment où ils acquièrent le fer de par leurs homologues germaniques et voisins du Sud, avec lesquels ils ont toujours été en contact, au travers d'échanges commerciaux maritimes à travers la Baltique, mais notamment par cette zone terrestre qui relie la péninsule du Jutland au continent et qui est occupée par un peuple assez méconnu et sans doute métissé, coincé entre Danois au nord et Saxons au sud, et qu'on appelle les Angles. Les grandes personnalités vikings. Les Vikings sont considérés comme des barbares pour les continentaux du Moyen Âge. Peuple mystérieux, évoluant au nord, au-delà des terres germaines, adversaire difficile que le grand Charles n'affrontera jamais directement, il reste obscur et sujet de toutes les élucubrations. Les Vikings sont des démons, cornus, qui chevauchent des dragons, toutes fantasmagories qui ont pour but d'expurger les craintes et les angoisses qu'ils génèrent et aussi pour faire peur aux enfants turbulents et à l'éducation fatigante. Ainsi, les continentaux ont inventé une figure archétypale négative du viking. Païen, impénitent, pillard, sans foi ni loi. Cette figure construite va servir de contrepoint et de faire valoir à la figure civilisée et rendue acceptable de Rollon, qui s'avère être, pour les gens de Francie occidentale, le viking le plus remarquable et emblématique qui ait jamais existé. A l'inverse, la figure antéchristique du barbare idéal est représentée par l'hypothétique viking nommé Hasting. Hasting est un aventurier que l'on voit partout. C'est un chef de horde actif après 850 en Europe occidentale et en Méditerranée. Autant dire que cet individu aurait reçu le don d'ubiquité. Les sources, en particulier le chroniqueur picard Dudon de Saint-Quentin et le chroniqueur normand Guillaume de Jumièges, mentionnent un individu dont le nom est une variante du norrois Hastein ou Alstein. On le retrouve menant des actions de razzia pendant plusieurs décennies sur un incroyablement vaste territoire qui va de l'Angleterre à l'Italie en passant par la France, l'Espagne et même le Maroc. Il n'est évidemment pas sûr que toutes ces mentions se rapportent à une seule et même personne car, pour les chroniqueurs chrétiens du Moyen Âge, il s'agit plutôt de cristalliser la barbarie viking sur un même personnage pour rendre la propagande plus facile à retenir, notamment comme contrepoint à la figure de Rollon. Hasting est mentionné dans des sources en latin et en vieil anglais qui donnent des formes variées à son nom. Dans son Historia Normanorum, Dudon de Saint-Quentin le nomme Astinius ou Alstignus. Dans sa Gesta Normanorum Ducum, Guillaume de Jumièges le nomme Astingus. Ces formes nominales sont vraisemblablement des déformations du vieux norrois Asten ou Alsten, ou plutôt de mauvaise latinisation. Le nom Asten existe même dans la chronique anglo-saxonne, annale en vieil anglais dont la rédaction commence sous le règne du saxon Alfred le Grand. Dans cette chronique, les noms scandinaves en Sten ont leur équivalent anglo-saxon en Stan. Ainsi, par exemple, son redoutable adversaire danois Guthrum, chef de la grande armée viking, se fait baptiser sous le nom d'Athelstan. Dans les deux langues, les suffixes sten, stan ont tous deux le sens minéral de pierre ou rocher. L'historiographie viking peut nous apparaître complexe à cause de l'exotisme de leur peuple. En fait, elle est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît si nous compartimentons les choses comme suit. En premier lieu, on peut séparer les Vikings en deux ethnies.
En Scandinavie orientale se trouvent les Suédois. Ceux-ci sont les ancêtres des Goths et sont désignés Varegs à partir du moment où ils colonisent les territoires slaves de la Russe de Kiev. Ce contingent viking oriental fera l'objet d'une étude plus approfondie dans une autre saga. En Scandinavie occidentale se trouvent les Dano-norvégiens. C'est ce contingent viking occidental qui fait l'objet de toute notre attention dans cette saga normande. Après avoir posé ce premier jalon, il suffit en deuxième lieu de considérer que le contingent viking occidental peut être résumé en deux grandes maisons. La maison danoise, qui se rapporte au légendaire roi Ragnar Lodbrok, et la maison norvégienne, qui se rapporte au non moins célèbre roi Harald Ier à la belle chevelure. Ces deux maisons se disputeront la domination de la Scandinavie occidentale et de ses colonies tout au long de l'âge viking. Nous allons insister sur ces deux grandes figures et exposer leur généalogie plus brièvement au travers de deux panneaux synoptiques. La maison de Gelling. La maison de Ragnar Lodbrok est appelée maison de Gelling, du nom de son territoire d'origine situé dans le sud du Danemark. Elle est aussi appelée maison de Gorm, du nom de son premier roi que l'on peut attester d'historique. Ragnar Lodbrok est le fils du mythique Sigurd Ring, que nous détaillerons dans les vidéos suivantes. Ragnar Lodbrok aurait régné sur le Danemark et la Suède à une époque indéterminée, entre 750 et 865. Ragnar Lodbrok réunit le Danemark avec le Viken norvégien et les parties suédoises de la Scanie et du Halland. Ragnar Lodbrok est le héros de l'épopée La saga de Ragnar Lodbrok, qui est considéré comme un amalgame des exploits d'un certain nombre de chefs vikings. La saga est traduite en vieux français en Saga de Ragnar au Brævelu par Jean Renaud. Écrite au XIIIe siècle, elle fait partie des 42 sagas islandaises qui nous sont connues. Elle raconte le règne du légendaire viking Ragnar Lodbrok. Elle est incluse dans le manuscrit de la Volsuga saga dont elle est la suite. Le récit évoque les origines d'Aslog, reine légendaire, déjà mentionnée dans l'Edda de Snorri, la Volsuga saga, la quête de Ragnar pour obtenir la main de Bora Borgarjork, son second mariage avec Aslog, les activités des fils qu'il a d'Aslog et de leur combat, et la mort de Ragnar entre les mains du roi Aella de Northumbrie. Les sources de cette saga incluent le Saxo Grammaticus d'Adam de Brême, chroniqueur et géographe germain du XIe siècle, natif de la Haute-Saxe, avec la Gesta Danorum, qui fournissent les éléments de la poursuite de Thora par Ragnar, son mariage avec Aslog et les actions de ses fils. La saga de Ragnar Lodbrok relie les figures légendaires de Sigurd et de Brynhildr, avec des événements historiques du IXe au XIe siècle, dans le but d'accroître le prestige de la lignée royale en présentant Sigurd comme l'un de ses ancêtres. Ragnar est régulièrement cité dans les ouvrages savants comme un personnage historique réel, mais en même temps, leur auteur admet qu'il s'agit très probablement d'un personnage de fiction, peut-être calqué sur Reginerus, le chef viking danois qui mena le premier siège de Paris de 845 avec ses 120 navires, et qui correspond au point culminant de l'invasion normande sur la France. La liste des candidats pour le Ragnar historique comprend notamment le roi danois Auric Ier, roi de 813 à 854, le roi Reginfrid, frère de Harald Klak, qui est roi danois de 812 à 814, en cohabitation avec Auric Ier, un autre roi danois qui régna sur une partie du Danemark et entra en conflit avec Harald Klak, un certain Reginerus, nous en avons parlé, comte danois, qui attaque Paris vers le milieu du IXe siècle, selon les annales de Saint-Bertin, lui-même décédé en 1148, éventuellement l'un des Ragnall des annales irlandaises. Les annales irlandaises sont une compilation de chroniques en moyen irlandais datant d'avant 1039, ou encore un chef viking dont la mort a amené son fils à envahir l'Angleterre avec la Grande Armée en 865.
Nous reviendrons sur tous ces prétendants au cours des vidéos suivantes lorsque nous traiterons de la chronologie des raids vikings et du contexte géopolitique de la Francie occidentale au temps de Rollon. On dit que Ragnar Lodbrok combattit des dragons et qu'il tenta de conquérir la Grande-Bretagne à bord de seulement 2 navires, tandis que le chef viking Regin Erus historique n'est connu que pour le raid de 845 sur Paris, lorsqu'il fut payé par l'empereur Charles le Gros pour lever le siège, quitter les lieux et laisser la ville tranquille. Parmi la célèbre descendance de Ragnar Lodbrok, citons Ivar Ragnarsson, dit le Désossé. Nous en parlerons dans les vidéos consacrées à la chronologie des raids vikings. Sigurd Œil de Serpent, qui hérite de la Sealand, la plus grande île du Danemark, de la Skan, en Suède, en regard de l'île de Sealand, du Halland et du Viken, en Norvège. Hardeknut, fils du précédent, roi du Danemark vers 900, inconnu de la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Gorm l'Ancien, ou Gorm le Vieux, fils du précédent, roi du Danemark entre 935 et 964. Il est le premier roi historique et non légendaire du Danemark. Son fils, Harald à la dent bleue, se serait converti au christianisme au vu des miracles que pratiquait un ecclésiastique nommé Popa, dont celui de tenir une barre de fer rouge sans se brûler. En réalité, Harald, de manière plus pragmatique, se convertit afin d'éviter une invasion des Germains, qui étaient déjà chrétiens, et qui auraient eu du mal à justifier auprès de l'Église de Rome une attaque contre un autre royaume chrétien. Le Danemark vaut bien une messe. Bien que sa conversion au christianisme du royaume du Danemark soit le plus souvent citée comme sa grande réussite, il fut un souverain efficace qui améliora l'infrastructure de son pays et consolida les contrats et les traités avec ses voisins. Malgré cela, son fils Svein Fortbeer n'apprécia pas sa conversion et renversa son père pour s'emparer du pouvoir vers 986. Svein Forkbeer, c'est-à-dire Svein Barbe Fourchue. Il vécut de 960 à 1014. Il règne sur le Danemark de 986 à 1014. On ne sait pas si Svein Barbe Fourchue était un chrétien dévoyé ou un païen invétéré, mais il utilisa certainement l'Église à son avantage. Il consolida l'emprise de son pays sur la Norvège et devint roi des 2 pays en l'an 1000. Se méfiant des ingérences des églises germaines et de la grande église de Rome, il concentra ses efforts sur le renforcement du pouvoir de l'église sur ses propres territoires. Avec les armées réunies du Danemark et de la Norvège, Svein exerça un pouvoir considérable dans la région et se permit d'envahir la Grande-Bretagne en 1002, prétendument en réponse au massacre d'une colonie danoise dans cette région. En effet, les vétérans danois restés sur le sol anglais, insatisfaits de leurs conditions d'existence, reprennent leur pillage en 997. Ils ravagent le sud-ouest du pays, puis le Dorset en 998 et le Kent en 999, avant de se réfugier en Normandie en l'an 1000. Le répit est bref, car dès 1001, les Vikings sont de retour en Angleterre et attaquent le Devon et le Hampshire. Un tribut de 24 000 livres leur est versé en 1002 par le saxon Æthelred. Désireux de se débarrasser des Danois, Æthelred aurait commandité le massacre de la Saint-Brice du 13 novembre 1002. C'est à partir de cet acte malheureux qu'on donnera à Æthelred le surnom de mal avisé. Svein Barbe Fourchue poursuivit ses campagnes militaires en Grande-Bretagne jusqu'en 1013, date à laquelle, après être venu et vu, il l'emporte sur toutes les forces envoyées contre lui. Il fut couronné roi d'Angleterre en décembre 1013, mais mourut quelques semaines plus tard en février 1014. Æthelred le mal avisé se réfugie chez son beau-frère Richard II de Normandie. Le fils cadet de Svein Barbe Fourchue, Harald II, lui succède sur le trône anglais, tandis que son fils aîné,
Knut II du Danemark hérite du pays d'origine. Une fois que Knut II du Danemark eut maîtrisé toute opposition en Scandinavie, Harald II abdiqua de son titre de roi d'Angleterre et lui offrit en 1018, ce qui fit monter le titre de Knut au niveau d'empereur de la mer du Nord, car il réunissait le Danemark, la Norvège, l'Angleterre et une partie de la Suède. Ce Knut-là fut surnommé le Grand, en raison de ses compétences dans tous les domaines de la royauté. Knut est roi du Danemark associé à son père en 1013, puis de manière plénière à partir de 1014 jusqu'à sa mort en 1035. Knut est le deuxième du nom sur les terres danoises. Le premier Knut fut son grand-oncle Knut Gormson, qui fut prince danois, frère aîné de Harald Ier du Danemark, mort le 17 octobre 962 du vivant de son propre père, Gorm l'Ancien. Knut vécut de 990 à 1035. En 1002, âgé de seulement 12 ans, il suit son père dans la campagne d'Angleterre contre Aethelred le Malavisé. Ce dernier est défait en 1013 et s'exile en terre normande où il décède en 1016. Knut épouse en premières noces Haegifu de Northampton, femme de caractère, qui lui donne ses deux premiers fils. Selon la pratique polygame scandinave, il épouse en 1017, en deuxième noces, la récente veuve du saxon Aethelred le Malavisé, et qui n'est autre que Emma de Normandie, la sœur du grand-père du futur Guillaume le Conquérant. Emma lui donnera son troisième garçon, Hardeknut, qui héritera du trône danois. Disons que la rivalité entre les deux femmes est grande et motivée par la question de savoir qui de leurs fils sera l'héritier du trône anglais. Notons également ici les liens familiaux qui unissent les grandes familles danoises, saxonnes et normandes. Knut est en effet le beau-père du premier fils d'Emma de Normandie, le saxon Édouard le Confesseur, et le beau-frère de Richard II, le Bon, de Normandie, le grand-père de Guillaume le Conquérant. Knut révisa les lois de la Grande-Bretagne et égalisa les peines pour les crimes dans les divers territoires. Comme pour beaucoup, sinon la plupart des souverains vikings de l'époque, on ignore si sa conversion au christianisme était profonde ou non, mais il apprit suffisamment de son père Svein à la barbe fourchue pour traiter l'Église avec déférence et manipuler le clergé afin de s'en servir pour ses divers desseins. Au moment de sa mort, Knut était connu comme le roi sage de l'Angleterre, du Danemark, de la Norvège et en partie des Suédois. Il établit des contrats commerciaux solides et améliora l'infrastructure de l'Angleterre ainsi que de ses autres royaumes. En 1030, à seulement 40 ans, il partage son empire entre ses trois fils en les nommant roi d'Angleterre pour son fils aîné Harold Pied de Lièvre, qui meurt prématurément en 1040, roi de Norvège pour son fils puiné Svein Knutsson, mort trop rapidement et sans héritier au combat, en 1035 contre les Suédois, qui rétabliront la maison de Norvège sur le trône norvégien. Roi du Danemark pour son benjamin Hardeknut, qui associe la couronne anglaise à la mort sans héritier de son frère aîné en 1040. Hardeknut meurt lui aussi sans héritier en 1042, en laissant le royaume anglais à son demi-frère saxon, Édouard le Confesseur. Il est ainsi le dernier représentant de la maison de Gelling qui s'éteint avec lui. Harald a la belle chevelure, ou Harald Ier de Norvège. En anglais, Harald Fair Hair, c'est-à-dire Harald aux cheveux clairs. Selon les récits de sources telles que la saga de Harald et d'autres, Harald Fairhair fut le premier roi d'une Norvège unie entre 872 et 933. Son épithète de belle chevelure est étroitement associée à son ascension au pouvoir. En effet, il est dit qu'il tomba amoureux de la princesse Gyda d'Ordaland, laquelle refusa ses attentions. Il jura alors qu'il ne couperait ni ne prendrait plus soin de ses cheveux avant d'avoir prouvé qu'il était digne de son amour en conquérant les royaumes séparés de Norvège et en les unissant sous son règne.
Le geste d'Harald peut sembler anodin de nos jours, mais pour les Nordiques, l'hygiène personnelle était une valeur importante, et en particulier, un prince devait prendre soin de ses cheveux. Selon l'expert Martin Dougherty, au cours des 10 années qu'il fallut à Harald pour unifier la Norvège, il était probablement connu sous le nom de cheveux de serpillière. Mais après avoir réussi et avoir gagné l'amour de Gyda pour son royaume, il se fit couper et coiffer les cheveux et fut alors connu sous le nom de Harald Cheveux Clairs. Succédant à la mort de son père Halfdan le Noir Gudretsson, en 860, alors qu'il n'a que 10 ans, il monte sur le trône de plusieurs petits royaumes assez dispersés. Son oncle maternel, Guttorm Sigurdsson, remplit les fonctions politiques et militaires de régent. Ces petits royaumes avaient été conquis par Alfan ou bien hérités par le grand-père. Ils se situaient surtout dans le sud-est de la Norvège. En 866, Harald commence une série de conquêtes sur les nombreux petits royaumes qui composent alors la Norvège. Entre 872 et 885, les avis divergents, après une grande victoire à la bataille navale de Herjord sur le littoral du Rogaland, il se trouve roi de la totalité du pays. Son règne sera menacé par les dangers venus de l'extérieur, puisque nombre de ses opposants ont trouvé refuge non seulement en Islande, tout juste découverte en 870 et colonisée en 874, mais aussi dans les archipels des Orcades, Shetland, Hébrides, Féroé et même en Normandie, en Écosse et en Irlande. Nous avons détaillé cela dans la vidéo d'introduction à cette série. De leurs quartiers d'hiver, ils naviguent pour harceler la Norvège, ainsi que l'ensemble de l'Europe du Nord. En 875, Harald est obligé de faire une expédition au-delà de la mer pour prendre le contrôle des Orcades et forcer les Vikings qui s'y trouvent à refouler vers l'Islande. À ces ennemis de l'extérieur s'ajoutent à l'intérieur du pays les personnes mécontentes de la volonté d'Harald d'augmenter les taxes sur leurs terres. La dernière partie de son règne est perturbée par les luttes entre ses nombreux fils. Il leur donne des fiefs à administrer, mais cet arrangement ne met pas fin à leurs querelles, elles continueront pendant le règne suivant. Quand il se fait vieux, il transmet le pouvoir suprême à son fils préféré, Éric à la hache sanglante, dont il veut faire son unique successeur. Cela va à l'encontre du droit de succession en vigueur qui, à l'époque d'inspiration mérovingienne, prévoit que tous les héritiers doivent recevoir des parts égales de l'héritage. Harald aurait eu de nombreuses épouses, conformément à la tradition polygame scandinave. Cependant, il ne contracte des unions légales que pour certaines d'entre elles, surtout dans le but de renforcer ses relations diplomatiques. Il épouse notamment Asa, la fille de Haakon, puissant jarl de Lade, pour assurer sa loyauté. Selon les historiens, ces nombreux mariages répondent surtout à des enjeux politiques. En effet, s'il épouse Asa pour s'assurer le nord, Gyda devient sa concubine et lui assure l'ouest. Plus tard, Svanhild, fille d'Eystein Glumra, lui assure le Hedmark, tandis qu'Ashild, fille de Jarl, lui assure la Romérique. C'est également par le biais d'un mariage qu'il s'assure de reprendre le contrôle sur le Vestfold en épousant Ragnhild Eiriksdottir. Il se rapproche également des tribus Sam en faisant de Snæfrid sa concubine. À son décès, il avait eu 23 enfants. 12 de celui-ci deviendront rois, dont ceux de toute la Norvège. L'aîné, Éric Bludax, c'est-à-dire Éric à la hache sanglante, fut roi de Norvège de 931 à 933, puis roi de Northumbrie entre 947 et 948, puis de nouveau entre 952 et 954. Notons que Éric à la hache sanglante fut le dernier roi viking d'un royaume anglais. Le deuxième fils d'Harald à la belle chevelure fut Haakon le Bon, roi de Norvège entre 934 et 961 en succédant à son frère aîné. Harald à la belle chevelure est le grand-père de Harald II de Norvège, à la pelisse grise. Celui-ci est le fils de Éric à la hache sanglante, et naît du vivant de son grand-père. Après de longues années de lutte contre son oncle, il lui succède en 961 comme roi de Norvège, dans une sorte de paix des braves.
Il règne sur une Norvège en lutte constante entre les roitelets locaux. En 970, il périt au combat et la royauté change de dynastie pour passer dans les mains de Haakon Sigurdsson de Lade, surnommé le Puissant. En 995, la royauté revient dans la famille d'Harald avec Olaf Ier Tryggvason, un des innombrables arrière-petits-fils de Harald à la belle chevelure. En 1028, Knut dépose le roi de Norvège Olaf II Haraldsson, lequel se réfugie à Novgorod en Russe de Kiev. Olaf tentera un retour en 1030 après que le Lady Jarl, qui gouverne la Norvège pour le compte de l'empereur Knut, soit mort noyé l'année précédente. À la tête d'une armée de 3600 hommes, il traverse la Suède en direction du nord, passe en Norvège par les montagnes de Verdal situées dans le sud du Lade, et arrive non loin de Stilestad, une ferme nommée Sul, située dans la partie basse de la vallée. C'est alors qu'il se trouve face à une armée d'environ 7000 hommes, pour la plupart des paysans. La bataille dure toute la journée du 29 juillet. À la fin du jour, l'armée d'Olaf est défaite, surpassée en nombre par l'ennemi. Son demi-frère, un autre Harald, grièvement blessé, réussit à s'enfuir. Lui-même blessé par 3 fois, succombe plus tard dans la soirée. Olaf sera canonisé dès l'année suivante, en 1031. La bataille de Stiklestad est la bataille la plus célèbre de l'histoire de Norvège, car c'est l'étape majeure du processus de christianisation de la Norvège, puisqu'elle opposa le sud chrétien, mené par Olaf II de Norvège, au nord païen. Olaf II de Norvège, Olaf II Haraldsson, nommé Olaf le Saint en 1031, eut un fils illégitime en la personne de Magnus Ier Olafsson, né en 1024 et mort en 1047, qui fut roi de Norvège de 1035 à 1047, après l'intermède impérial imposé par Knut le Grand. Après la mort de son père en 1030, Magnus s'exile en Russe de Kiev avant de revenir 5 ans plus tard par Sigtuna en Suède, au nord de Stockholm. Bien accueilli par Anund Jacob, le roi de Suède de 1022 à 1050, qui avait fait dos rond pendant l'occupation knutienne, Magnus passe en Norvège avec à ses côtés des troupes en partie suédoises. Il est ensuite placé sur le trône de Norvège en 1035 par les Magna Einar Sekupans et Karl Arnarsson, qui déposent Sven Knutsson, le fils de Knut. Enfin, le dernier personnage qu'il nous faut évoquer est Harald Hardrada, ou Harald III, roi de Norvège entre 1046 et 1066. Son rôle est d'importance dans l'histoire qui nous intéresse, puisqu'il est l'élément facilitateur de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Harald Hardrada descend du premier roi de Norvège, Harald Ier à la belle chevelure. Il est également le dernier roi nordique de l'âge viking, et sa mort à la bataille de Stamford Bridge en 1066 est considérée comme la fin déterminante de cette période. Dès son plus jeune âge, sa vie fut une aventure presque constante. Il fut blessé à la bataille de Skinlestad en 1030 et se battit pour rétablir son frère Olaf sur le trône de Norvège alors qu'il n'avait que 15 ans. Il fuit ensuite la Norvège pour rejoindre la Russe de Kiev, servit dans la célèbre garde varangienne à Constantinople et revint revendiquer le trône de Norvège. Il mena à plusieurs reprises des raids dans le style traditionnel viking au Danemark, mais ne réussit jamais à le conquérir. Invité par un comte nordtrumbien et envieux à venir revendiquer le trône d'Angleterre, Harald Hardrada envahit le pays en 1066 et alla de l'avant jusqu'à sa mort lors de la bataille de Stamford Bridge. Sa principale contribution à l'histoire fut d'affaiblir les forces anglo-saxonnes dirigées par le roi Harold Godwinson, à tel point que, lorsque Guillaume le Conquérant envahit le pays plus tard dans l'année, sa victoire à la bataille de Hastings était déjà presque assurée. Terminons cette vidéo par un tableau synoptique qui montre tous les rois de Norvège qui se sont succédés au cours de l'âge des Vikings.